Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier café du coup ECF spécial CAC. Vous pouvez du coup exprimer vos questions dans la partie questions chat du webinaire. Et je laisse la main du coup à Jean-François Malène, expert comptable, commissaire aux comptes, président de la commission CAC ECF. Et Sylvain Eglos est également parmi nous, membre du bureau ECF et tête de liste ECF aux élections CAC. Je te laisse la main du coup, Jean-François. Merci Vincent, bonjour à tout le monde. On a des petites contraintes techniques à gérer. Sylvain nous rejoint le plus vite possible. Donc je vais vous présenter avec Sylvain dans quelques minutes qui va nous rejoindre la mission du Conseil national, la mission de la Compagnie nationale et les raisons pour lesquelles il est très important d'avoir des élus de toute la diversité de la profession au sein du Conseil national. Donc, dans un premier temps, bien sûr, alors ça vient me polluer, hop, voilà. Dans un premier temps, on va vous présenter les missions de la Compagnie nationale. Donc, elles sont définies par des articles du Code de commerce. Ils ont été largement amendés, d'une part en 2016 avec la transposition de la loi européenne, et puis, enfin, du règlement et de la directive européenne, et puis à nouveau au moment de la loi Pacte, pour transférer toute une partie des missions de la CNCC à l'époque au H3C, qui est désormais la H2A. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du ressort de la compagnie nationale et des compagnies régionales? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, l'article 821-12 et le décret 821-4 définissent la mission de la CNCC, concours au bon exercice de la profession. Donc, ça veut dire qu'elle doit tout mettre en œuvre pour permettre à la profession de réaliser ses missions dans les bonnes conditions. Et puis, elle concourt aussi à la surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres. D'accord? Donc, c'est la compagnie nationale qui doit défendre notre profession et chacun des professionnels dans notre honneur et surtout surveiller à l'indépendance. L'article D821-4 précise que la CNCC représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Et avec les CRCC, donc les compagnies régionales, la compagnie nationale contribue à la formation et au perfectionnement professionnel de chacun d'entre nous. Donc, vous avez une compagnie nationale qui a pour mission de défendre la profession et de nous donner les moyens de réussir à faire cette profession dans de bonnes conditions. Et pour ça, elle est encadrée, on va dire, par la H2A et Pardon auprès de Jean-François, je laquelle. me permets de te couper, c'est Vincent, je suis désolé. Ouais, La présentation a sauté, est-ce que tu peux la remettre s'il te plaît? Je suis désolé de ouais, t'avoir ouais, coupé. bien sûr, je peux. Super, Est-ce que non, c'est pas bon ce que j'ai mis là. Il faut faut que je mettre en plein mette écran. une Oui. autre version. Hop, il faut que je sélectionne ça et je partage. OK. Est-ce que tout le Merci monde voit Jean-François, tout? pardon. Ouais, pas de problème. Sylvain, tu nous as rejoint, je te vois, mais je t'entends pas. Bon, je te laisse finir de régler ton micro. Euh, et puis donc j'en étais sur le fait que la compagnie nationale communique chaque année à la H2A les déclarations d'activité. Donc vous savez que là, on est dans la période où on va devoir émettre nos déclarations d'activité. Alors la règle, c'est au plus tard le 31 juillet, avec une dérogation jusqu'au 30 septembre. Mais la règle, c'est que ça doit être fait au 31 juillet. La compagnie gère aussi le contrôle d'activité que la H2A va lui déléguer. Donc on sait que la H2A a la mission notamment de faire le contrôle d'activité pour l'ensemble de la profession, avec une particularité de gérer en direct les cabinets qui ont des mandats EIP et la faculté de déléguer à la compagnie nationale les cabinets qui n'ont pas de mandat EIP.
c'est une faculté qui est donnée à la H2A. Elle peut ne pas le faire, mais il faut des ressources pour gérer l'ensemble de la profession. Et donc, c'est pour ça que c'est délégué à la compagnie nationale qui elle-même prend comme relais les compagnies régionales. Donc, les contrôles d'activité sont gérés par la compagnie nationale déléguée aux régions et chaque année, il y a un rapport qui est adressé sur les résultats de ces contrôles à la H2A. Enfin, l'article 820-23 et son décret 53 définit une mission aussi pour la compagnie nationale qui est d'adresser un avis à la H2A sur les projets de normes que la H2A prépare. Alors ça, c'est le dernier changement qui est apparu avec le décret du mois de décembre qui a transposé la CSRD et qui a d'ailleurs profondément modifié la codification du livre 8 du Code de commerce. Hein. Tous les articles ont été bouleversés pour y insérer ces fameux tiers indépendants qui peuvent faire des rapports sur le rapport de la CSRD des entreprises. Eh bien, dans ce projet de loi, il a été retiré la création des groupes paritaires pour écrire les normes. Jusqu'à décembre, les normes faisaient l'objet d'un travail, d'un groupe de travail paritaire où il y avait 4 membres de la CNCC et 4 membres du H3C à l'époque pour travailler sur la rédaction de nouvelles normes ou pour refaire les nouvelles normes. Désormais, c'est la H2A qui a la responsabilité d'écrire et de modifier les normes et elle les présente à la CNCC et le Conseil national va donner son avis officiel sur ces normes. Alors, on n'a pas encore de recul puisque aucune norme a été proposée jusqu'à maintenant, mais on comprend que l'avis de la CNCC sur un éventuel aménagement ou modification qui pourrait être fait sur une norme que la H2A aura présentée, eh bien, il pourrait tout à fait ne pas être suivi par la H2A et de la proposer au garde des Sceaux pour validation en l'état. Ce n'est que consultatif. Voilà pour les missions de la compagnie nationale. Donc, on voit qu'on est quand même au cœur de la profession. Sylvain, n'hésite pas à intervenir. Hein. Oui, est-ce que je ne Je sais pas si vous t'entends, me voyez ou si vous m'entendez? on Euh, t'entend très bien. Merci, Voilà, bien. je vous rejoins. Bonjour à tous. Désolé de ce contretemps technique. Merci Jean-François d'avoir pris le démarrage. Ce qui est important de noter, c'est quand même ce transfert quand même de plus en plus, de tout ce qui est régalien, de tout ce qui est normes qui partent maintenant vers H2A. Donc il y a un recentrage des missions de la CNCC plus vers les confrères et consorts Absolument. naturellement. Donc, voyons maintenant l'organisation d'un conseil national qui est l'organe de surveillance de la CNCC. Et donc, là aussi, le Conseil national, il a des missions qui sont définies par le Code de commerce. L'article 821-17 qui lui donne la mission d'élire un bureau avec un président, un vice-président et 6 membres. Parmi ces 6 membres, enfin l'ensemble des 8 membres, il doit y avoir 4 professionnels issus de cabinets EIP et 4 professionnels issus de cabinets non EIP. Et donc ça compose le bureau. Le bureau, il se réunit au minimum une fois par semestre. En réalité, il y a 3 à 4 réunions par an en fonction de l'actualité et des besoins. Et autre élément intéressant, c'est que ce Conseil national, il est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens. Alors, les biens de la compagnie nationale, c'est finalement CNCC Formation, et puis les investissements qui ont pu être faits sur des outils informatiques qu'on connaît bien, Aglaé, Sidonie, etc. Mais la compagnie nationale n'a pas de possession matérielle particulière. Enfin,
le Conseil national donne un avis sur des projets de loi, des décrets qui lui sont soumis, et on l'a vu précédemment également sur des NEP qui seraient soumises. Le Conseil national soumet au pouvoir public toute proposition qui relève de la mission du commissaire aux comptes. Donc ça, c'est un élément assez fort. C'est-à-dire qu'on peut être force de proposition auprès du législateur sur des évolutions qui nous semblent nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la mission de commissaire aux comptes. C'est un élément important parce que c'est dans les projets de CF quelque chose qui compte pour faire en sorte que la mission commissaire aux comptes d'une PME soit plus pertinente, plus utile. Ça nécessitera, si on arrive à aller au bout du projet et on a la conviction et l'envie, ça nécessitera de modifier notamment la loi de 84 sur l'alerte. Toujours dans les missions du Conseil national, c'est prendre des décisions du ressort de la compagnie, donc on a vu ces missions précédemment, et enfin d'adopter le budget qui est proposé par le bureau et bien sûr de valider les comptes annuels qui sont présentés chaque année. Donc, vous voyez, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de l'institution nationale, et il y a 2 collèges, on va le voir, de 30 membres, et tout le monde a droit à la parole et s'exprime. Et pour avoir eu l'occasion de participer à des conseils nationaux dans des années passées, je peux vous dire qu'il y a un vrai respect des propos qui sont tenus, peu importe le cabinet dans lequel vous travaillez et la façon d'exercer votre profession. Dès lors que vous prenez la parole, c'est qu'il y a quelque chose d'important et c'est écouté et débattu. Donc, c'est intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Sylvain? Non, non, je cherche toujours comment avoir ma caméra, mais donc non, non, j'ai rien à rajouter. Je pense que désolé, j'ai un problème de caméra. Ouais, je suis Euh, d'accord. mais ce qu'il faut noter quand même, c'est au-delà c'est le nombre de personnes qui sont censées euh, nous représenter. Donc, juste la slide d'après, peut-être. Oui, on est là. Voilà. Donc, il y a 30 sièges pour la partie EIP, 30 sièges pour la partie non EIP. Donc, non IP, c'est naturellement, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous ne signez pas de mandat EIP dans votre cabinet, mais dès lors que votre cabinet a des mandats EIP, vous faites partie du collège EIP. D'accord? Donc, ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas votre activité propre, mais c'est l'activité de l'entité à laquelle vous êtes rattaché. La population CAC éligible, il faut naturellement être à jour de cotisation. Et aujourd'hui, au 30 juin en 2023, on était à 11 467 professionnels, à peu près 25%, on va dire, de CAC faisant partie d'organisations de cabinets qui ont des EIP et les 3 quarts de commissaires aux comptes qui n'ont pas d'EIP du tout. Alors, moi, je voudrais juste pointer ce que vient de dire Sylvain en faisant remarquer que 25% de la population est dans un cabinet EIP et il y a déjà un collège de 30 sièges, c'est-à-dire 50% des sièges, réservés à cette population. D'accord? Après, l'autre collège non EIP, ben, ça représente 75% de la population. Donc, on nous donne finalement très peu d'espace pour l'exercice professionnel non EIP. C'était cette injustice inique qui nous avait poussé à faire un recours au Conseil d'État sur le décret législatif, hein, le décret électif, qui a été rejeté, et c'était rejeté sous 2 prétextes. Le premier, c'est que les réseaux EIP regroupent les grands cabinets internationaux et qui, je cite, font briller le commissariat aux comptes à la française au niveau international. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez étonnant parce que je pense qu'ils nous imposent des règles internationales qu'on doit appliquer en France et non pas le contraire. Et deuxième critère pour justifier ce décalage, c'est que le chiffre d'affaires dégagé par la profession qui travaille sur les mandats EIP est largement égal au chiffre d'affaires
qui est réalisé par les cabinets qui n'ont pas de mandat EIP, et c'est la raison pour laquelle il fallait un équilibre dans les sièges. Donc c'est vraiment unique, je vous laisse juger, et ça fait partie des sujets qu'on veut aborder, Sylvain et moi, dans la prochaine législature, et c'est pour ça qu'il faut être présent au Conseil national. Le, Vas-y, vas-y. Voilà, l'intérêt d'avoir des gens avec nous sur ce Conseil national, c'est d'avoir du poids pour montrer que ces 74% de professionnels qui ne sont pas dans des mandats EIP sont très présents au niveau des élections et veulent faire entendre la voix d'un exercice qui est complètement différent. Alors, moi, mon propos, il est clair. La Compagnie nationale fait un travail remarquable sur l'exercice de la profession dans des mandats EIP. Et le lien qu'ils ont développé avec les régulateurs que peuvent être l'AMF, la H2A et d'autres organisations au niveau européen et international permet de faire grandir la profession, et il ne faut surtout pas arrêter cet élan. En revanche, il y a un échec patent qui est sur l'exercice de la profession dans des mandats non EIP. Puisque 2009, c'est la première NEP dans le monde où on parle de PME, c'est la France qui l'a fait, c'est la NEP 910 à l'époque. On crée derrière une commission qui a été la commission PE, qui a sorti le PAC PE, et j'étais un des acteurs très très actifs à ce moment-là. Ce PAC PE a été une avancée énorme pour l'exercice dans des PME. Ça a été reconnu au niveau, j'allais dire européen, mais même mondial, puisque ce pacte PE a été demandé par tout un tas d'organismes professionnels dans des pays francophones en Europe, mais aussi en Afrique et dans d'autres pays de la planète où le pacte PE était utile, intéressant. Donc ça veut dire que la Compagnie nationale a su faire à un moment donné une avancée remarquée, remarquable sur l'activité PE, et après ça s'est arrêté. On a eu la norme de bon exercice pour essayer de montrer qu'il fallait communiquer avec nos clients, mais enfin, je pense que chacun, on le sait et on le fait. On a eu un pack ambassadeur pour dire que les commissaires aux comptes étaient les ambassadeurs des entreprises, mais bon, ça n'a pas marché. Ensuite, on a voulu nous donner un petit peu d'activité en 2016 avec la transposition des règles internationales et surtout européennes, bon, avec tout un tas de missions accessoires qui finalement n'ont pas fait beaucoup de développement dans les cabinets. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il ne se passe plus rien à ce niveau-là. Alors, l'analyse que j'en fais, c'est si des gens sont brillants pour travailler sur les missions EIP, ils le sont aussi pour travailler sur les missions non EIP. Mais ce qui leur manque, c'est l'expérience. Et les permanents de la Compagnie nationale, qui sont des gens de très grande qualité, qui font un travail extraordinaire d'analyse, de réflexion, de proposition pour faire évoluer les choses, ils ne peuvent pas faire ce que leurs guides, les élus, ne savent pas leur dire. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on soit là pour représenter cette activité, cet exercice, et le faire avancer avant que l'Europe n'impose de remonter les seuils à la France. Ça va arriver, c'est inéluctable, et que du coup, si on n'a pas su démontrer l'intérêt de cette mission, alors eh ben, on n'aura plus d'autre choix que de la faire disparaître. Je... Alors, Jean-François, je rebondis. Oui. Personnellement, je n'emploie jamais le mot inéluctable parce que l'inéluctable, c'est fini. Donc, aujourd'hui, au contraire, avec Jean-François, ce qu'on veut porter, c'est apporter une autre image. Vous, beaucoup de commissaires aux comptes l'apportent déjà aujourd'hui. Tout à l'heure, juste avant notre réunion, moi, j'étais avec un client pour lui expliquer ce qui était euh, une démarche dans la prévention des difficultés. Voilà, donc on est là on n'est pas là que pour faire des procédures, on est là aussi pour expliquer le pourquoi, les conséquences. Et je crois que chacun de nos confrères et consoeurs fait ce travail. Et c'est par ce travail de proximité qu'on connaît, nous, par des entreprises, on est beaucoup plus dans la proximité du dirigeant
euh, que on va montrer notre apport et notre utilité. Complètement d'accord avec ce que tu dis. Notre ambition, c'est vraiment de démontrer l'intérêt de cette mission pour que, élus ou pas élus, mais surtout les dirigeants, puissent dire, bah oui, finalement, moi j'ai besoin d'un commissaire aux comptes, qu'il y ait un seuil ou pas de seuil, je m'en fous, j'en ai besoin. Donc on a plein d'idées avec Sylvain pour proposer des évolutions pour valoriser ce mandat. C'est des idées que je développe depuis plusieurs années. Pour tout vous dire, hein, j'ai eu l'occasion d'échanger avec chaque président successif une fois qu'il était élu pour lui dire si tu veux qu'on travaille sur la PME, moi je suis à ta disposition, je n'ai pas d'ambition politique, je n'ai pas envie d'être chef, je veux juste faire prospérer ce mandat qui est vraiment utile parce que chacun d'entre nous, et vous le vivez comme moi, lorsque nos clients nous renouvellent parce qu'ils ont besoin de nous et qu'ils n'ont plus l'obligation, c'est bien la démonstration qu'ils nous sentent utiles. Et nous, on se sent utile. Et c'est la construction par le Code de commerce, un certain nombre de règles qui fait une différence par rapport à la mission de l'expert comptable qui rend le commissaire aux comptes utile, même quand il y a un expert comptable. Donc tout ça, il faut le défendre, il faut le promouvoir et il faut avoir les moyens de le faire. Et bien, quand on n'est pas élu, quand on n'est pas dans le cœur du réacteur, on n'a pas de moyens, ça je peux vous le garantir. J'essaye de le faire depuis 10 ans et ça ne marche pas. Je ne suis pas entendu. Donc il faut qu'on soit élu et c'est très important. Et qu'on soit fortement élu pour pouvoir peser. Voilà. Exactement. Donc, Donc, c'est important. Je pense que aujourd'hui, ce qui a failli se passer pour la remontée des seuils à 15 millions, c'était la fin de commissariat aux comptes pour grand nombre, et la disparition du commissariat aux comptes sur certains territoires. vous voyez les chiffres, hein, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. 229 000 mandats en 2022, ça c'est déclaration d'activité en 2023 que la CNCC, c'est des chiffres de la CNCC que je vous donne. Hein. Dedans, il y a des mandats IP. J'estime qu'il y en a maximum 3 000, à mon avis, il y en a moins que ça. Et ce que la CNCC a donné comme information, c'est les mandats PE, 113 850 dans les déclarations d'activité de 2022 qui ont été publiées en 2023. Donc, par différence, j'ai les mandats non EIP qui sont au-dessus des seuils de 2023. D'accord? Donc, c'est encore 4 millions, 8 millions. Bon, vous voyez que l'enjeu, c'est quand même pas rien. D'accord? Donc, il y a 113 000 mandats PE. Dedans, vous avez les fameux petits groupes et puis tous ceux pour lesquels on est renouvelé. Et puis, vous avez les associations, les fondations qui sont des mandats qui ne sont pas EIP et qui ne sont pas non plus dans des seuils. Donc, quelque part, si on dit qu'il y a 3000 mandats EIP, ce qui, à mon avis, est le maximum, mais il y en a moins que ça, 100% du conseil qui est dirigé par des organisations qui sont particulièrement EIP traite 1,31% des mandats. Donc peut-être que c'est 50% du chiffre d'affaires de la profession, j'en sais rien. Mais c'est que moins de 2% des mandats. Et là, il y a peut-être une vraie question à se poser sur cette gouvernance qui est trop déséquilibrée. Donc, Voilà un peu le rôle. Enfin, alors, c'est vrai que ça paraît ça paraît le chiffre assez restrictif, c'est-à-dire qu'effectivement, Jean-François vous a dit que au niveau, quand on est élu au niveau national, il y a à peu près 3 à 4 journées, mais 3 à 4 journées où il est important d'être présent pour pouvoir travailler au moment de ces journées, qu'on soit majoritaire ou minoritaire. Il y a quand même, ce que disait Jean-François, il y a quand même une écoute entre confrères et consoeurs. Donc, ces journées sont primordiales. Donc, mais c'est un engagement, voilà, de 3 à 4 journées. Après, il y a d'autres engagements qu'on peut avoir dans des commissions ou autres au niveau de la compagnie. Mais celle-ci, ça, c'est l'engagement de l'élu. Euh, Naturellement, la veille au soir, on fait toujours une réunion ECF de préparation du Conseil national, ce qui nous permet d'arriver, pas en ordre dispersé, mais avec des idées claires et constructives. Et notre but, c'est toujours de défendre l'exercice libéral du commissaire aux comptes dans toutes ses formes. alors, ce que dit Sylvain, c'est essentiel.
Euh, la présence à ces journées, je ne peux que renforcer tout ce qu'a dit Sylvain. Il faut y être, il faut y être et il faut être participatif, c'est-à-dire il faut avoir compris les enjeux et apporter un éclairage qui nous ressemble. C'est pas être en opposition, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est de dire c'est bien, ça nous correspond ou ça nous correspond à une exception près ou deux exceptions près et il faudrait penser à l'intégrer. Et quand je vous disais tout à l'heure que les élus ne connaissent pas l'exercice non EIP et du coup, bah, ils ne savent pas éclairer les débats, c'est exactement là qu'il va falloir qu'on apporte un éclairage. C'est pour ça que la réunion de la veille est importante, parce qu'elle permet de partager des réflexions entre tous les membres pour avoir une vision assez claire pour chacun d'entre nous. Après, évidemment, que la liberté étant la chose la plus importante après la préservation de la vie, vous avez tous la liberté, si vous êtes élu, de vous exprimer selon vos propres convictions, mais qu'au moins chacun ait un éclairage sur les enjeux de ce qui va être discuté dans cette journée-là. Donc cette réunion la veille est très importante, effectivement. L'ordre du jour nous est communiqué avec un petit peu d'anticipation pour préparer tout ça. Mais l'autre syndicat fait la même chose, évidemment, hein, c'est normal. Donc, 3 journées par an, parfois 4 quand il y a un peu d'actualité urgente, comme ça a été le cas là, ces dernières années avec les différentes lois en 2016, en 2019, en 2023, en décembre. Il y avait des conseils un peu urgents qui ont été créés. Euh, mais c'est des journées hyper importantes où vraiment on est dans l'action et on est là où ça se passe. Ça permet de participer à la vie et d'apporter un éclairage. Justement, quelles sont les valeurs qu'on souhaite? Alors, on vous en donne deux, trois exemples là au niveau de liste CF. C'est qu'on veut revoir quand même la partie gouvernance de la SNCC. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un président, un vice-président, 4 sièges pour les EIP, 4 sièges pour les non-EIP. Nous, on demande à ce qu'il y ait réellement un poids pour les non-EIP avec un président non-EIP et avec des moyens de fonctionner. Parce que je crois, on faut segmenter. Pour la première fois, on m'a parlé de segmentation au niveau de la compagnie lorsqu'on devait remonter à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, il y a une segmentation chez nos clients. Oui, il y a une segmentation dans nos mandats. Et je pense qu'on ne peut pas avoir la même approche. Pas la même approche en termes de métier, mais également pas la même approche vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Donc, Jean-François, tout à l'heure, a parlé de la partie AMF ou autre que fait très bien l'UIP. Mais il y a d'autres choses à mettre en place pour la partie non UIP. C'est pour ça qu'on souhaite avoir des moyens et un vice-président non UIP avec un secrétaire qui accompagne le président non UIP. Je vais rebondir sur ce que tu dis pour rappeler dans la version avant la loi Pacte, la compagnie nationale avait dans un texte de loi un département EIP qui avait pour mission de créer un lien avec l'AMF et les contraintes et le fonctionnement des missions pour des EIP, donc, particulièrement des sociétés cotées, mais aussi des banques, des mutuelles, etc. Euh, Ça avait un sens parce que ça créait une dynamique qui a permis de faire avancer notre profession dans le bon sens et avec beaucoup d'intelligence. Ça s'est très bien passé. Il y a très peu d'incidents en France sur des sociétés qui ont un commissaire aux comptes. Donc, ça prouve que ça marche. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il faut arriver à faire la même chose pour le non-EIP pour avoir le même poids vis-à-vis d'organisations publiques pour aller discuter sur l'avenir de ces mandats non-EIP. Prenez la commission de Cambourg qui a essayé d'imaginer une solution pour rendre le mandat attractif. Ben, la solution imaginée n'était pas mauvaise. La traduction dans le texte a été catastrophique, avec cette obligation de faire un rapport sur les risques qui est prévu par la loi, qui fragilise énormément les entreprises vis-à-vis de toute autorité qui pourrait venir faire un contrôle. Personne ne veut faire ce mandat.
Donc, ça a été mal traduit et malheureusement, ça a fait capoter le sujet. Mais notre projet à ce moment-là, là on est en 2019, c'était de dire on veut l'inscription d'un département EIP comme d'un département non EIP pour équilibrer la gouvernance. Et le garde des Sceaux, enfin le directeur des affaires civiles et du Sceau, c'est plutôt lui qui a écrit le texte, a dit ben non, il n'y a plus besoin de département EIP puisque j'ai un collège EIP et un collège non EIP au sein du Conseil national. Donc la gouvernance est équilibrée. Et donc, le texte de loi qui avait ce département EIP a été abrogé par la loi Pacte. Dont acte, les élections ont eu lieu, et puis au mois de novembre, le bureau a été installé, et qu'est-ce qu'on a vu apparaître aussitôt? Un département EIP qui a été recréé, mais cette fois-ci par le bureau de la Compagnie nationale, pour faire la même mission, ce qui est tout à fait légitime. En revanche, toujours pas de département non EIP. Une commission PME qui n'a rien sorti sinon des statistiques. Donc, on n'avance pas, on est toujours au même niveau. Il faut absolument qu'on fasse modifier ça, mais de manière durable, pas pour faire un coup d'éclat, pour de manière durable inscrire le mandat PME dans une perspective utile à la France, parce que c'est utile pour Bercy, bien sûr, c'est utile pour les entreprises qui peuvent travailler avec sérénité sur des clients et des fournisseurs qui sont certifiés par un commissaire aux comptes. Donc tout ça, c'est à construire. Ça n'a jamais été pris en compte. Donc il faut vraiment qu'on le fasse. Donc ça, c'est le premier point, revoir la gouvernance sur ce sujet. Alors après, c'est valoriser la mission de certification non EIP pour justement ne plus avoir à craindre une remontée des seuils. Donc ça fait partie de tous les projets qu'on ne va pas vous développer là parce qu'on n'aura pas le temps, mais il y a plein d'idées attachées à cette volonté de valoriser cette mission. On va garder l'essentiel. On va garder l'obligation d'indépendance, la révélation, on va garder la déclaration, l'alerte, on va garder le délit d'obstruction, enfin délit d'entrave au commissaire aux comptes, et on va garder, c'est essentiel, l'obligation d'indépendance du commissaire aux comptes. Tout ça, c'est des piliers très forts pour la mission, et notamment dans les PME. En revanche, on va faire en sorte de bien prendre en considération la caractéristique principale d'une PME, c'est que le dirigeant, c'est le principal actionnaire. Donc, ce n'est pas l'actionnaire qu'il faut rassurer, c'est le dirigeant dans l'exercice de sa profession, où il est souvent très seul pour prendre plein de décisions, et aussi tout son environnement, tous ses partenaires. Donc, il faut revoir tout ça sans modifier profondément la mission, en appliquant toujours les normes telles qu'elles sont construites parce qu'elles sont très bien faites, mais en adaptant un certain nombre de choses pour rendre la mission encore plus utile. Voilà. Et donc effectivement, et on a l'idée aussi, aujourd'hui, on a quand même eu des renouvellements quand même significatifs suite à l'impact. Donc moi, je trouve de mon point de vue quelque chose de très positif. C'est-à-dire que nous, commissaires aux comptes, contrairement à ce que pouvaient penser certaines personnes, on a quand même toute une frange de nos clients qui reconnaissent notre travail, notre apport. Donc, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, puisque il y a des clients qui nous reconduisent leur confiance, des clients qui apprécient notre œil qu'on peut avoir, les synthèses qu'on peut leur faire, les apports par les contrôles que nous faisons. Donc, on va capitaliser là-dessus. Aussi, nos confrères et consoeurs, je prends toujours un peu le visa actuel, puisque c'est quand même un peu phare. Beaucoup se sont lancés dans le visa durabilité 90 heures. On voit que c'est assez lourd, assez pas pratique. Donc, on va arriver à avoir notre visa 90 heures. Et une fois qu'on l'aura, qu'est-ce qu'on en fait? Comment peut-on exercer la mission sur la durabilité? Je vous donne cet exemple qui est typique, mais et on peut le revoir sur bien d'autres exemples. Et la compagnie, vous avez bien compris que toute la partie régalienne, normes, c'est parti, ce n'est plus la compagnie. Donc on nous consulte, mais on nous consulte uniquement, on nous délègue des choses. Mais c'est tout le H2A. Aujourd'hui, très clairement,
le rôle de la compagnie, c'est de donner des outils pratiques aux confrères et aux consoeurs pour l'exercice de leur mission. C'est exactement ça. Et dans les enjeux à venir, pour moi, c'est la digitalisation, la fin de la digitalisation des transactions, parce que tout ce qui concerne les payes, la banque, c'est fait, il n'y aura plus que les factures, et ça ne va pas tarder. Mais c'est un enjeu énorme pour la profession, parce qu'il y a des outils liés à l'intelligence artificielle. Alors tout le monde pense à ChatGPT. OK, ChatGPT, ça peut synthétiser de l'information et nous ramener beaucoup d'idées très précieuses sur lesquelles on peut construire plus vite des raisonnements ou des analyses. Mais il y a aussi tout ce qui est machine learning qui existe depuis très longtemps, sur lesquels beaucoup de cabinets ont investi. Il y avait, il y a une semaine, un article dans les Échos où le dirigeant de Mazars, nouvelle version Mazars International, évoquait un investissement de 50 millions d'euros dans les 2 ans pour développer des outils d'audit appuyés sur l'intelligence artificielle. Mais les grands réseaux, ils sont plutôt en milliards d'investissements sur des outils qui sont déjà en place pour une partie et d'autres qui sont en cours de développement. C'est un élément essentiel pour notre profession. Et si la compagnie nationale ne s'approprie pas ce sujet pour permettre à toute la profession de pouvoir exercer avec ça, on n'y arrivera pas. Vous comprenez bien qu'individuellement, les uns les autres, on ne peut pas faire ces investissements-là. Donc, on va le laisser à la main de nos éditeurs de logiciels qui vont, comme d'habitude, nous imposer leur vue et nous montrer qu'une partie de ce dont on a besoin. Mais c'est quand même le rôle de la CNCC. Il y a 2 enjeux pour moi. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir des outils qui me permettent de traiter des données en très grande quantité pour augmenter le panel des tests. Je vous rappelle que la H2A a pour ambition d'augmenter notre nombre d'échantillonnages quand on fait des tests. C'est une volonté très forte exprimée pendant les commissions sur le travail sur les normes, hein. Quand on a commencé à réfléchir sur la NEP 330, pardon, on était bien dans l'idée de dire la sélection des échantillons que vous faites est trop faible. Donc ça, c'est une voie dans laquelle on va s'inscrire. Si on n'a pas des outils pour le faire, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, comment garantir à mon client que l'outil que j'utilise qui va aller capter des données dans ces bases, un, ne va pas pervertir les données existantes, deux, ne va pas infecter les bases. Il faut des outils qui aient une sécurité particulière avec une vraie validation. Mais ça, si ce n'est pas dans la mission de la CNCC, alors il n'y a pas de mission dans la CNCC. Le bon exercice de notre mission nécessite ces investissements-là. Donc, il faut, quand on donne des outils pratiques à la profession, c'est des outils qui permettent d'exercer la mission telle qu'elle va être à exercer dans quelques années. Et ça va aller très vite. Donc, il faut vraiment que la CNCC s'en empare. Pourquoi les mandats EIP n'en ont pas besoin? Parce que les cabinets en question font déjà les investissements. Donc, ils ne sentent pas le besoin de le faire au niveau de la CNCC. Les investissements, ils sont faits au niveau international. Donc, ce n'est pas que la France qui fait l'investissement. Donc, on comprend bien que pour eux, ce ne soit pas un enjeu, mais pour la profession, c'en est un. Et il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Sachant que souvent les pratiques faites par certains cabinets ont une répercussion sur les pratiques de demain et des normes de demain. Absolument. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Il y a également Euh, l'obligation oui. de maintenir la compétence, qui est un élément essentiel, hein. C'est un élément essentiel, et puis surtout l'accès à la profession, Jean-François, parce que ce que je vois, l'autre jour, j'aime bien donner cet exemple, et c'est un exemple typique. J'ai un jeune en co-commissaire, en co-maître de stage qui vient de Béziers. Moi, je suis sur Lyon. C'est 400 kilomètres, enfin 4 heures de route, pardon, et pour venir faire du commissariat, parce que son maître de stage ne fait pas de commissariat en compte. Donc, on a quand même une vraie problématique aujourd'hui. La loi Pacte a augmenté ce sujet-là. Il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus, hein. Donc, on doit avoir une réflexion sur l'accession à la profession et aussi au maintien des compétences. Absolument. Il y aura ce fameux stage de 8 mois dans un cabinet qui a le visa pour permettre aux stagiaires d'avoir demain la possibilité de s'inscrire
s'il a fait le cursus de formation qui va bien pour avoir le visa. Ce qui rajoute une deuxième couche. Exactement. Donc, et puis le dernier élément important pour nous, c'est la promotion du commissariat aux comptes à la française en Europe, avec deux éléments forts. Le co-commissariat aux comptes, qui est une particularité qui offre une garantie supplémentaire pour l'indépendance, et ça contribue à l'absence d'incidents en France. Alors bien sûr, on a tous en tête l'affaire William Sorin qui a montré la défaillance à ce niveau-là. Un cas très particulier. Mais en dehors de celui-là, il y en a beaucoup plus en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, sur les 20 dernières années, que cet exemple-là en France. Donc le modèle fonctionne. Et puis le mandat PME, c'est une particularité aussi française qu'on peut aussi valoriser. Donc tout ça, c'est des raisons qui nous poussent à vous inciter à venir sur les listes ECF pour le Conseil national, EIP et non-EIP, pour faire justement ce travail que j'appelle pas un combat, c'est un travail pour la profession, en collaboration avec le Conseil national, évidemment. Et justement, je pense que moi j'aime bien intervenir en COCAC parce que par l'échange avec le dirigeant aussi, on arrive aussi des fois beaucoup plus facilement à faire passer les messages qu'on veut faire passer. Et on a, pareil pour le cas de PME, j'entends certains confrères, même des fois, et il y a un expert comptable, il n'y a pas besoin de commissaire au compte. Souvent, moi, je ne fais pas que du commissaire au compte, je suis expert comptable également. Je suis souvent content de travailler euh, en harmonie avec le commissaire aux comptes, de lui exposer si j'ai des sujets à traiter et on décide, on peut décider ensemble et avec le dirigeant de la meilleure solution. Et je pense que des fois, deux voix, pas dissonantes, mais deux voix communes permettent aussi de mieux faire passer les messages auprès des entreprises et de forger notre opinion également. On a terminé cette présentation. Je regarde le chat du café si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Euh, En tout cas, on a voulu, avec Sylvain, vous présenter à la fois les enjeux pour la profession de participer à ce Conseil national et vous éclairer sur l'intérêt pour nous tous et individuellement votre intérêt à y participer ou pas. J'espère que tout ça a été clair et on est, et Sylvain et moi, très très motivés pour aller défendre dans les 4 prochaines années l'exercice de notre profession, comme on aime le faire et qu'on aimerait que ça continue à être fait. Je ne vois pas de questions de votre côté. Pour, effectivement, et puis donc on ne fera pas tout seul. Donc on a besoin de personnes pour nous accompagner sur les listes. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter On a une question sur la date limite de dépôt de la liste. Alors, la liste doit être déposée au le plus tard 30, le 30 août. 30 août. Mais 30 août, c'est vraiment plus tard. Donc on essaye de faire les listes bien plus tôt avant fin juillet. On Voilà. est en train de les construire, les listes. Elles sont quasiment remplies, mais il y a encore un peu de place. Oui, Comprendre, c'est que, il y a des critères. Il faut être à jour au 30 juin de ses cotisations nationales et H2A. Et il faut avoir signé un rapport un rapport. au compte. Que ce soit un rapport sur un La commissariat fusion. à la fusion ou des choses comme ça, c'est un rapport de commissaire aux comptes tel qu'il est prévu dans un texte du Code de commerce. Ça fonctionne. Donc, être inscrit, être à jour et avoir signé un rapport. Ça, c'est le minimum obligatoire. Après, on va collecter de chacun des membres qui figurent sur la liste une attestation d'engagement d'être sur la liste. Et une fois qu'on a tout ça, il faut faire circuler la liste pour que toutes les personnes qui y figurent puissent la signer. Donc, ça nécessite un peu de travail administratif. On ne peut pas se décider le 29 août pour s'inscrire sur une liste. Il faut qu'on l'ait terminé dans les 15 jours qui viennent. Y a-t-il La, d'autres ques- questions, Vincent? la question,
Il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Non, pas pour l'instant. Eh ben, il me reste, pour ma part, à remercier chacun d'entre vous d'être venu à ce café. J'espère que vous en repartez enrichis des informations que vous recherchiez et qu'on se reverra très bientôt avec beaucoup de plaisir. Je vous dis au revoir. Je laisse la parole à Sylvain pour conclure. Voilà, je vais conclure. Désolé, ma caméra, je n'ai pas trouvé de solution pour la faire fonctionner. J'espère que vous avez bien entendu notre exposé et on est ouvert pour vous accueillir sur nos listes. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra même après. Au plaisir, on vous souhaite une bonne journée Au revoir à et soyez tous. certain que Jean-François et moi, nous sommes engagés pour l'ensemble des commissaires aux comptes. Petit, Absolument. moyen, grand, mais l'ensemble. Voilà. Absolument. Au revoir À tout le monde. bientôt. Au Merci de revoir. votre attention.